à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Astier, qui est dessinateur de BD. Ce sont certainement les fumetti, ces petits fascicules de BD italiennes des années 60, qui ont donné l'envie à Laurent de faire de la BD. Et donc de suivre l'école d'art appliquée à Saint-Étienne, puis de prendre la direction de la Souterraine en Creuse pour un BTS en infographie publicitaire. Puis c'est le départ dans la vraie vie, comme le dit Laurent. C'est le jeu vidéo qui lancera sa carrière comme créateur d'univers. Puis après cette aventure, c'est le grand saut en tant qu'auteur de BD, avec une appétence pour le scénario. Les succès médiatiques de certains albums feront date. On pense à L'Affaire des Affaires sur Clearstream, Face au mur sur la trajectoire criminelle d'un prisonnier incarcéré à l'époque à la centrale de Saint-Maur, jusqu'à la série L'Avenin, véritable plongée dans l'Amérique du western. On a parlé de Raku, de Cyprien, de l'histoire américaine, de la prison, de Jean-Claude Poteau, mais aussi de musique, de films, de Chalandon. Bref, je vous embarque à la découverte de Laurent Astier, un dessinateur qui raconte des histoires. Goodberry, c'est parti. Bienvenue Laurent. Bien, merci. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Première question. T'as dessiné ce matin ? J'ai dessiné ce matin. Bah ouais, comme tous les jours en fait. Moi, j'ai des horaires assez. Je me suis un peu obligé à avoir des horaires de bureau parce que en fait, la bande dessinée, elle demande vachement de régularité dans le travail, quoi. C'est-à-dire que c'est la dynamique qui va créer parce que c'est des projets quand même qui s'étalent sur quasiment une année. Ouais. Je pense que si t'as pas de rythme, du coup, tu risques un peu de perdre pied à un moment. Et surtout, le fait de travailler tous les jours, on se pose beaucoup moins de questions parce que dès que tu... ça m'arrive des fois de partir un peu en vacances, parfois. Et à partir du moment où tu t'arrêtes, en fait, tu perds un peu cette espèce de rythmique. C'est un peu comme du kung-fu, c'est-à-dire que tous les jours, il faut répéter les mêmes mouvements parce que le dessin se perd... Enfin, il revient très vite, hein, mais tu sens que ta main c'est un peu durci. Et moi, je vois cet été là, quand j'étais parti, il m'a fallu 3-4 jours pour retrouver mon dessin. C'est-à-dire que pendant 3-4 jours, je dessinais, hein, mais en tout cas, je sentais pas les choses. Et il faut vraiment commencer à sentir les choses. Quand ça devient fluide, c'est que tu as le bon rythme et que t'es là où tu dois être en fait. Et le petit Laurent, lui, il lisait des BD ? Ouais, j'en lisais pas mal. Ouais. Bah, ça fait partie de ma formation. Ouais. Et en fait, les premières lectures, c'était des fumetti, les petites publications en fait italiennes, les Ambla, Black le Rock. Ça, c'était des albums. Enfin, c'était des petits magazines bande dessinée qu'on trouvait en kiosque à l'époque, Ouais. Qui devaient appartenir d'ailleurs à mon père ou à mon oncle. Donc, ils étaient plutôt années 60. Ils sont toujours édités, hein, d'ailleurs, on les trouve encore en kiosque parfois. C'est assez drôle. C'est un peu avec ça en fait que j'ai commencé. Après, on prenait un peu de bande dessinée aussi quand on était en primaire, parce qu'on avait une jolie petite bibliothèque. Puis après, on a commencé à en acheter. En tout cas, obliger nos parents à en acheter pour en avoir un petit peu. Ouais. Et quand t'es petit, tu imitais les croquis, non ? Bah en fait, on a dessiné avec mon frangin assez tôt. Enfin, c'est lui qui a commencé d'ailleurs, parce que mon frère a 2 ans et demi de plus que moi. Donc c'est lui qui a commencé à dessiner. Et donc moi au début je passais mon temps à recopier ses dessins, ce qui me faisait un peu hurler d'ailleurs à l'époque en me disant ouais, arrête de me copier, j'en ai marre. Et puis en fait ce qui est assez drôle, c'est qu'assez rapidement en fait tous les deux, au-delà de faire du dessin, c'est qu'on a commencé vraiment à faire de la bande dessinée, donc à faire des courts récits en fait. Voilà, donc on avait 2 univers chacun. Lui il faisait plutôt de la chevalerie et puis moi j'étais vraiment dans ce que je fais encore aujourd'hui, du western. Donc c'était rigolo, ouais. Et puis après, on s'est formés tous les deux au dessin. Et on a pris des voies assez différentes, en fait. Moi, j'ai toujours préféré le noir et blanc, même si je fais quasiment que des albums couleurs, mais ce qui est un peu une obligation, en fait, pour la BD franco-belge. Ouais. On peut faire des albums noir et blanc, mais si on veut avoir une ouverture un peu grand public, on est un peu obligé d'être dans cet album un peu classique, 46, 56 ou 60, 64 pages couleur. Donc voilà, mais c'est vrai que moi c'est plutôt le dessin noir et blanc qui me fait triper, quoi. Et quand tu dis on s'est formé, c'est quoi, c'est une école ?
On a suivi quelques cours de dessin quand on était adolescent. Alors moi, j'ai rapidement arrêté en fait parce que j'avais un peu de mal avec l'enseignante à l'époque, qui en fait je pense me faisait faire des choses qui n'étaient qui n'étaient pas en corrélation avec mon niveau à l'époque de dessin. Et donc je faisais des choses sans avoir vraiment un rendu qui me plaisait, quoi. Okay. Et j'arrivais pas à évoluer assez rapidement, donc du coup j'ai dit ouais, j'en ai marre, j'arrête. Et après mon frère aussi a commencé à appliquer à partir du lycée. Mm-hmm. On a été formé à l'architecture, à la communication, enfin aux bases en tout cas, l'architecture, de la communication, du stylisme, design, voilà, ce qui nous a donné quand même une base assez solide. C'est une école ? Ouais, école d'art appliqué, ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle ST2A, parce que à l'époque, c'était juste art appliqué. C'est parisien ? Moi, j'étais à Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne, ouais. Okay. Donc, mon frangin avait essuyé les plâtres en commençant le lycée d'art appliqué. C'était la toute première année, en fait, donc voilà. Et puis, moi, 2 ans après, j'ai suivi. On s'est formé là-bas. Après, lui est parti à Lyon. Et puis, moi, en fait, je me suis retrouvé à la Souterraine en BTS. C'était pour être graphiste, infographiste publicitaire, en fait. Okay. Voilà. En espérant, tout en faisant mes études, que je ne ferais pas de publicité trop longtemps. Okay, voilà, parce que le but vraiment, c'était de faire de la bande dessinée. Enfin, je pense que c'était... T'avais ça depuis tout petit ? Ouais. C'était vraiment une idée qui était précise, quoi, depuis tout petit. À partir du moment où on a commencé en fait à faire de la bande dessinée avec mon frangin, on a rêvé de bande dessinée, on a rêvé de devenir auteur, même si on savait pas vraiment comment on devenait auteur de bande dessinée. Mm-hmm. Mais en tout cas, ouais, il y avait une vraie volonté de faire de la BD, quoi. Alors mon frangin fait de la com, lui, toujours. Et même si il est revenu à la bande dessinée, on a travaillé ensemble. En fait, on avait fait une trilogie. Je crois que c'était en 2003, qui était basée sur un scénario que lui avait fait, en fait, à l'époque, avait écrit, qui datait de 93 d'ailleurs, je crois. La première mouture, il avait dû dessiner 2-3 pages à l'époque. Et puis quand j'ai commencé ma carrière, moi, au bout de quelques années, je lui ai dit mais ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et je me suis souvenu de ce projet qui m'avait vraiment plu, qui était un projet de polar dans la campagne française. Je trouvais ça assez drôle, en fait, de reprendre cette vieille histoire et puis de voir ce qu'on pouvait en faire tous les deux, quoi. Ouais, génial. Et donc on a fait une trilogie ensemble. Et puis là, actuellement, c'est lui qui fait les couleurs sur l'Avenin, sur la série en cours. Puis le tome 3. Moi, j'ai fait les 2 premiers, en fait, en couleur. Mm-hmm. Et puis après, pour des raisons de calendrier, on avait besoin d'un coloriste. Et donc, j'ai pensé tout de suite à lui parce que je savais que ça serait plus facile de travailler ensemble. Voilà. Ok. Et de tes cours à Saint-Étienne, il y a un enseignement dont tu te souviens, important, que tu utilises toujours ? Je pense que toute la partie créative et même le dessin, c'est vraiment un cheminement, en fait. C'est-à-dire que même aujourd'hui, tous les jours, j'apprends quelque chose sur moi, sur mon dessin, sur ce que j'ai envie de faire, sur les progrès à faire. Après, il y a des enseignants qui restent un peu en mémoire. Il y a des choses, des trucs qui n'ont rien à voir d'ailleurs, mais je me souviens, moi, d'un cours quand j'étais au lycée qui était sur la technique du raku. Du raku. Donc, c'est une technique japonaise, en fait, pour faire de la céramique. Ouais. Ils font un espèce d'émail, en fait, qu'ils mettent au feu. Et donc, il nous avait montré un documentaire là-dessus. Alors, moi, la céramique, ça ne me parlait pas du tout à l'époque. Mais la manière dont lui en avait parlé, plus le documentaire, en fait, sur des maîtres raku, justement, japonais, qui travaillaient avec le feu, qui mettaient ça dans la paille pour avoir des coulures, pour avoir des cassures, des brisures. Je trouvais que le résultat était tellement fabuleux, en fait, que ça m'est vraiment resté en mémoire, en fait, sur l'accident, en fait, qui peut donner des résultats. C'est des choses qu'il faut parfois garder en se disant, ne soyons pas trop propres, quoi. C'est-à-dire que parfois l'accident aussi, ça crée de la vie dans le dessin, dans la peinture, voilà. Ouais. Et petit, t'es plutôt sage, turbulent ? Ça dépend à qui on demande. J'étais un enfant plutôt sage, scolairement, je travaillais plutôt bien. J'étais un bon élève. Il y a eu un moment où j'ai commencé un peu à décrocher avec l'enseignement. Après le BTS, d'ailleurs, normalement, je devais partir aux arts décoratifs. J'avais fait une demande, en tout cas, pour aller aux arts décoratifs, soit à Paris, soit à Strasbourg. Et puis, en fait, j'ai arrêté les études à ce moment-là parce que j'avais besoin de voir ce qui se passait dans la vraie vie. Je pense surtout, ce qui m'avait un peu ennuyé à la fin de mes 2 années de BTS,
C'est que je trouvais que les enseignants étaient parfois un peu en décalage par rapport à ce qui se passait dans les entreprises, en fait. Ouais. En tout cas, dans le secteur, dans la vie réelle. Ouais, ok. Et que parfois, moi, je me suis un peu frictionné, d'ailleurs, avec eux, en disant, mais vous comprenez rien, bon sang, c'est pas comme ça que ça se passerait si vous aviez une boîte. Ouais. Et je sais que ce qui était assez drôle, d'ailleurs, c'est que quand j'ai passé mon BTS, donc on avait un sujet, en fait, sur, je sais plus, une dizaine d'heures. Un sujet justement qui était vraiment un sujet publicitaire, comme si c'était une vraie campagne de pub. Et un de ceux qui nous avait corrigé était pro en fait et travaillait dans une agence de com à Paris. Et quand on a fait en fait un peu le backup sur ce qui s'était passé, lui il m'a dit je t'ai mis la meilleure note parce que tu étais quasiment le seul de ta classe à pas être scolaire en fait, à imaginer ce que serait une campagne de publicité en réel, quoi. Et ça, je trouvais que c'était vraiment chouette parce que du coup, il me disait ouais, c'est ce que je pressentais, en tout cas moi, en tant qu'étudiant, c'était révélé vrai grâce à ce type-là, quoi. Ouais. Voilà. Et quand tu décides d'arrêter le BTS, de ne pas continuer après, la réaction de tes parents, c'est quoi? C'est de faire confiance? Bah, en fait, ils nous ont toujours fait confiance, nos parents. On était vraiment dans une famille qui nous apportait, en fait, nos deux parents nous ont dit, mon père était ouvrier, et puis ma mère a fait plein de petits boulots dans sa vie. Et ils nous ont dit, mais faites ce que vous avez envie, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire chier dans une boîte toute votre vie à faire un boulot que vous aimez pas, si vous avez un rêve, il faut essayer de le rendre réalité, quoi. Donc ils nous ont vraiment poussé sans jamais poser de questions, ils nous ont laissé assez libres de faire ce qu'on voulait. T'avais des mentors, toi, quand tu commences, ou t'as démarré tout seul? Non, j'ai commencé vraiment seul. Alors ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai fini mon BTS, c'est la raison pour laquelle je suis installé à Châteauroux ici aujourd'hui, c'est qu'il y avait un de mes camarades en fait de BTS qui était originaire de Châteauroux, qui nous a embarqué avec un autre copain en disant on va monter une agence de pub ici et on va essayer de se lancer. Il a dit j'ai plein de contacts, vous inquiétez pas, ça va se passer super bien. Le problème c'est quand on est arrivé ici en fait, d'une il n'avait pas beaucoup de contacts. Et de deux, on s'est rendu compte que dans une petite ville comme Châteauroux, tout avait déjà été verrouillé par les boîtes en place. Toutes les boîtes de com en fait avaient leur réseau, étaient installées, travaillaient avec les municipalités, avec le département. Enfin, c'était en plus nous on avait 21 ans, donc on n'y connaissait strictement rien. Voilà. Donc le projet a pas fait long feu en fait, et on s'est retrouvé à travailler pour la mairie de Vierzon. À l'époque dans la partie communication. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à imaginer que j'allais partir et faire autre chose parce que je commençais à un peu en avoir marre. Et en fait, par chance, et puis encore grâce à l'aide de mon frangin, en fait, il m'a dit, on m'a proposé un poste dans le jeu vidéo à Paris, parce que lui était installé à Paris depuis pas mal de temps. Et il m'a dit, moi j'ai déjà du boulot, donc voilà, si toi tu as envie de répondre à l'annonce, vas-y. Et donc voilà, je suis arrivé avec mon petit book de dessin, de recherche. J'avais déjà un projet en bande dessinée qui était juste débutant en fait. Et ils m'ont dit ah ouais c'est super, on t'engage direct quoi. Voilà. Donc je me suis retrouvé à partir de Châteauroux. Ça devait être fin 98 ou début 99 je crois. Et voilà. Bref. Et ça a débuté sur ça a fini sur quel jeu? Le jeu s'appelait, je crois que alors au début c'était juste Cyprien, c'est devenu Cyprian's Chronicles, qui était édité par Ubisoft. Donc moi j'ai bossé pour eux pendant 2 ans et demi, 3 ans je crois. Temps de développer en fait, parce que moi au départ j'ai été recruté pour être plutôt character designer, voilà, faire les décors, les personnages, développer l'univers graphique en fait. On était toute une équipe à faire ça. Et puis on s'est retrouvé comme on était une petite structure. En fait, c'était vraiment une petite structure qui a été montée par une des copains. Et c'était une ambiance assez particulière. Hein. D'ailleurs, j'avais l'impression de même pas travailler des fois. Ambiance start-up. Ouais, c'est ça, ambiance start-up avec plein de pauses, avec plein de discussions, avec plein de cafés et plein de clubs. Et puis que des gens fans en fait de jeux vidéo. Alors moi, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis fait recruter par une boîte de jeux vidéo en ayant jamais joué de ma vie. Et d'ailleurs, au bout d'1 an et demi, je sais plus, ils m'ont dit, faudrait quand même que tu achètes une console, Laurent, ce serait bien que tu saches un peu comment ça fonctionne, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout développer l'univers. C'est-à-dire que l'histoire de ce petit garçon dans un univers un peu fantastique, il y avait des sortes d'îles un peu cauchemardesques. C'était vraiment fun, quoi. Enfin, en tout cas, l'univers
qui avait été imaginé par les créateurs était vraiment super. C'est ça qui m'intéressait en fait. Moi, c'est vraiment de m'intégrer au projet. Après, toute la partie gameplay, ça me parlait pas vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu as appris de ces années-là? Qu'est-ce que j'ai appris? Je sais pas trop en fait. Si, j'ai appris un truc qui est très très important d'ailleurs, qui a un peu fait suite dans ma carrière, c'est que j'ai appris à me servir d'une tablette graphique. Ouais. Et parce qu'on travaillait que sur tablette graphique pour faire tout ce qui est map, en fait, tout le mapping, c'est-à-dire toutes les textures en fait qu'on va appliquer sur les décors, sur les personnages. C'est des trucs qu'on crée sur Photoshop avec des matières, voilà. Et au début, je me disais, wow, c'est quoi cet engin? Et puis d'un coup, surtout, comme c'est une tablette, aujourd'hui, il y a des tablettes avec écran, donc on peut dessiner directement dessus. Mais là, d'un coup, il fallait que je décroche en fait ma main de mon regard. C'est-à-dire qu'il fallait que je regarde un écran et que je dessine avec ma main libre qui était pas guidée par mes yeux, quoi. Et donc ça a été un peu complexe, ouais, à mettre en place. Je pense que, alors au début, pour faire du mapping, pour faire de la texture et tout ça, c'était assez simple. Mais quand il a fallu vraiment dessiner pour de vrai, les premières fois, j'ai fait waouh, ah ouais, ça va être vraiment compliqué. Parce que d'un coup, il y a plus de repères spatiaux en fait. On ne sait pas où on est exactement, on sait pas. En plus, quand on commence à zoomer sur la feuille pour faire un petit détail, donc quand on dézoome, on se rend compte que c'est un détail d'un centimètre carré et qu'on a travaillé 1 heure pour rien. Donc il faut arriver à trouver la bonne distance en fait par rapport à l'écran, par rapport au format sur lequel on veut travailler. Donc là-dessus, ça m'a bien aidé parce qu'après, j'ai quand même j'ai fait pas mal d'albums sur palette graphique parce que toute la série Cellule Poison qui compte 5 tomes et les 4 tomes de l'Affaire des Affaires, ils ont été entièrement dessinés en fait sur palette graphique. Ah oui. Voilà. Là, je suis revenu au papier depuis juin 40 d'ailleurs. Je suis revenu au papier parce qu'il me manquait un peu quelque chose quand même. C'est-à-dire que c'est bien la palette graphique, ça permet d'aller très très vite et puis de surtout pouvoir revenir, de pouvoir retoucher assez facilement. Voilà, une fois qu'on a fait une erreur sur papier, il faut commencer à gommer, mettre du blanco ou alors découper, recommencer la case. L'avantage de la palette graphique, c'est que ça permet en fait un peu de revenir en arrière assez facilement. Voilà. Moi, je me souviens quand je travaillais sur l'Affaire des Affaires. Ça a duré 3 ans et demi. Donc l'Affaire des Affaires, c'est sur l'affaire Clearstream, ouais, avec c'est toute l'enquête en fait de Denis Robert sur Clearstream et ensuite toutes les embrouilles qu'il a eues et tout l'imbroglio politique qui a suivi. Parce qu'en fait, il y a 2 affaires Clearstream. Et quand je travaillais sur les pages, c'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais quasiment 1 page par jour parce que c'était des albums. Donc il y a eu 4 tomes. Les 2 premiers, ils font 200 pages chacun. Voilà. Et il fallait surtout souvent coller à l'actualité. C'est-à-dire qu'on savait que le procès recommencerait à telle date. Donc on essayait, enfin en tout cas Dargaud essayait de sortir l'album un peu avant pour qu'il y ait la couverture aussi médiatique. Donc comme c'était un peu lié à l'actualité, voilà, il fallait un peu envoyer, quoi. Et je me souviens que parfois, quand j'ai commencé à bien connaître l'univers, bien connaître les personnages, il y a certaines pages que j'ancrais virtuellement sur palette graphique, sans crayonner, sans rien du tout. C'est-à-dire que j'attaquais la page blanche avec juste les cadres des cases et je commençais à dessiner la version définitive, quoi, sans aucun support. Donc ça, c'était vraiment fun parce que du coup, on sait très bien qu'on va pouvoir gommer, refaire, défaire, réduire un peu, élargir un peu. Voilà, donc ça évite d'avoir des grosses suées. Ok. Et donc, pourquoi tu quittes cette boîte de jeux vidéo? En fait, je les ai quittés. Alors d'une, je pressentais que la boîte allait pas tarder à fermer parce qu'on a commencé à avoir pas mal de problèmes financiers. En fait, Ubisoft à l'époque, ça devait être juste après l'éclatement de la bulle Internet. C'est-à-dire que d'un coup, toutes les boîtes qui étaient liées justement au jeu, à l'Internet, ont commencé à faire « Wow, alors qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire qu'on était en bourse là d'un coup et on vaut plus grand-chose. Donc en fait, Ubisoft, ils ont commencé un peu à nous mettre un peu la pression parce que nous, on travaillait quand même tellement tranquillement que les deadlines, on les explosait de 1 ou 2 mois. Donc ils ont commencé à faire un peu du chantage à l'argent, c'est-à-dire que quand le travail n'était pas rendu, ils arrêtaient, ils fermaient le robinet. Et puis surtout, moi j'ai signé mon premier contrat de bande dessinée pile à ce moment-là, quoi. D'une, il y avait l'envie de... Alors j'ai commencé à travailler sur une première version qui n'est jamais parue parce que la collection que j'avais intégrée a fermé au bout de
4 numéros et j'étais le 5e. Voilà, c'était une collection en fait de comics et mangas à la française qu'on trouvait en kiosque. C'était un copain éditeur, un jeune éditeur qui avait voulu lancer cette collection-là. Et en fait, Glénat n'a pas attendu que ça marche ou pas. Dès qu'ils ont vu que ça marchait pas suffisamment dès les premiers numéros, ils ont arrêté la collecte. Et le sujet, c'était quoi ? Moi, c'était Cirque, en fait. Donc, c'est ce qui a été ensuite ma toute première trilogie que j'ai signée chez Glénat. Donc, c'était une première mouture qui n'est jamais parue. Et une fois que j'ai signé le contrat, ils m'ont dit, ouais, quand même, les planches, elles sont peut-être pas au niveau pour être publiées en album. Donc, il faudrait revoir d'une un peu le scénario, de deux un peu les pages. Donc voilà, j'ai rangé la première mouture dans un carton et puis j'ai recommencé à zéro. Et donc comme j'avais ce contrat-là et que d'un coup je pouvais me lancer, je me suis dit j'arrête tout et puis je me lance en bande dessinée. Ouais. Quoi. Il n'y avait pas d'appréhension quand tu te lances ? Non, t'as 25 ans, t'en as aucune. Il n'y a pas de pression. Okay. Non, mais il n'y a pas de pression parce qu'il n'y a pas les enfants, parce qu'il n'y a pas de pression financière. Et puis si jamais au bout d'un an tu te vautres, tu vas retourner, tu vas trouver une autre boîte, un autre boulot. Voilà. Ouais. Je me suis jamais posé la question en fait. Ouais. Je me suis posé la question plus tard quand on a eu les enfants et qu'en 2012, tous les éditeurs français, quasiment au même moment, ont éjecté tous les auteurs de ma génération. Ils les ont mis en tout cas en stand-by parce que d'un coup on commençait à coûter trop cher et on rapportait plus assez d'argent. Bon, ils sont rapidement revenus vers nous parce qu'en fait ils ont pris d'autres jeunes auteurs. Qui vendaient encore moins que nous, même s'ils les payaient pas très bien, encore moins que nous. Du coup, ils se sont rendus compte que c'est pas comme ça que ça marchait en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour créer des carrières d'auteurs de bande dessinée, il m'a fallu une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour que je sois vraiment connu et reconnu en fait dans mon métier, quoi. Ouais. Et ça, je le savais dès le départ, en fait. C'est-à-dire que il y a certains auteurs, en fait, qui ont tellement de talent et qui sont tellement géniaux ou qui ont un coup de bol, en fait, dès le début de leur carrière et qui, dès le premier album, vont exploser, en fait, et d'un coup devenir des sortes de héros. Mais ça arrive très rarement. On sait très bien qu'une carrière, ça se construit vraiment sur le temps, quoi. Sur le long terme. Donc, ouais, c'est ça. Laurent, avant de parler de dessin, j'aimerais bien qu'on parle scénario. Toi, tu es scénariste par défaut parce qu'il faut le faire ou t'aimes vraiment ça ? Je pense que l'histoire, c'est la première volonté, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la bande dessinée, c'est qu'au-delà du dessin, en fait, on a envie de raconter une histoire. Ouais. Je pense que si j'avais pas eu le dessin ou si je dessinais pas suffisamment bien, ce qui n'est pas vraiment non plus le cas, mais je pense que j'aurais quand même... En tout cas, j'ai hésité, avant d'entrer au lycée, j'ai hésité entre des études littéraires et des études de dessin. Et je sais qu'il y a certains de mes profs, d'ailleurs, en fin de collège, qui m'ont dit « Mais tu fais une erreur d'aller en art appliqué alors que tu devrais faire des études littéraires, blablabla. » Parce qu'il y avait déjà l'écriture, en fait. Enfin, c'était vraiment un truc qui m'animait depuis toujours. Ouais. Et ça m'est arrivé parfois de me dire je pourrais me débarrasser du dessin et faire que de l'écriture. Alors j'ai pas la formation spécifique et j'ai pas, je pense, les connaissances suffisantes pour avoir un style, ouais. Mais il me faudra encore quelques années de travail et commencer à être un peu vieux pour ça. En tant qu'auteur de BD, tu te considères comme écrivain, toi ? Ouais, alors après, ce qui est compliqué, c'est que un scénario de bande dessinée se rapproche plus d'un scénario de film. De film, ouais. Il n'y a pas le style. En fait, il y a un peu de style, c'est à partir du moment où c'est quand tu montes le projet et que tu essayes de le vendre, en fait, à des éditeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives quand même à donner... une couleur au projet. Ouais, exactement. Donc, il faut que tu choisisses un type d'écriture, en fait, pour le raconter, comment bien le raconter. Il y a sur un projet, par contre, sur Face au mur, qui est le projet que j'ai co-réalisé avec un ancien braqueur qui était emprisonné à la centrale de Saint-Maur, que j'avais rencontré pendant des ateliers. Il n'y a que sur ce projet-là, en fait, où l'éditeur m'a signé sur uniquement la voix off de mon projet. C'est-à-dire que je lui ai envoyé, en fait, toute la voix off, donc tout ce que racontait le personnage de Pépé, l'ex-braqueur. Parce qu'en gros, ce que je voulais avec ce projet, c'était raconter vraiment... c'était avoir une vision de la trajectoire, en fait, criminelle. Donc quasiment de l'ensemble de la vie de mon personnage. Et donc la voix intérieure permettait de faire un mélange entre sa musique à lui
et mes réflexions à moi en fait par rapport à la criminalité, par rapport à tout ce que j'avais lu, par rapport à cet univers-là. Et je sais que mon éditeur à l'époque chez Casterman m'a rappelé en me disant écoute, ta voix, la voix off, elle est tellement puissante en fait que même si j'ai pas de page encore, même si j'ai pas de recherche en termes de personnages, j'ai envie de le faire quoi. Voilà. Ok. Et c'est là où je me suis dit en fait, j'ai quand même un travail d'écriture. Et ces ateliers en prison, comment tu arrives sur ces projets-là? C'est par le biais d'un copain en fait qui intervient depuis des années à la centrale. Alors lui, il est là plus pour la photo et la vidéo. Ouais. Et alors je sais plus quelle période c'était, ça devait être 2010, je crois. On se croise un jour sur la place de la mairie, on commence à discuter. Et il me dit, je crois qu'il cherche un dessinateur à la centrale de Saint-Maur pour animer les ateliers. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et moi, je lui réponds, oui, pourquoi pas? 3 petits points. Et donc, je sais pas, il y a 5-6 mois qui se passent. Et un jour, je reçois un coup de fil du SPIP de la centrale qui me dit, bon, voilà, du coup, on a monté le projet. Est-ce que vous pourriez être là à partir de janvier 2011? Je fais, oui, ok. Et après, ça tombait pas mal parce que c'était une période justement la période un peu compliquée où tous mes projets ne passaient pas très bien auprès des éditeurs. Tout était quasiment refusé à l'époque. Donc ça tombait plutôt bien, ça me permettait de faire un peu autre chose. Et donc du coup, premier cours d'atelier, il faisait ça le vendredi parce qu'en général tout ce qui est culturel, sportif, c'est uniquement le vendredi parce que c'est pour que ceux qui travaillent, pour les détenus qui travaillent au sein de la prison, puissent profiter quand même de tout l'apport culturel ou sportif qu'il y a. Donc toutes les animations se font le même jour en fait. Et donc j'arrive ce jour-là et je tombe, donc je vais jusqu'à la salle peinture de la centrale qui a été montée par des prisonniers, voilà. Et là je tombe sur Jean-Claude Poteau, donc l'ex-braqueur avec qui j'ai bossé sur Face au mur, qui est en train de peindre justement. Et donc on commence à discuter, il me pose des questions en me disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu vois des trucs qui vont pas, qu'est-ce que je pourrais retravailler, voilà, donc on commence à discuter popote, ce qui est assez drôle. Et normalement je crois que j'avais une dizaine d'inscrits en fait à mon atelier. Et je dis ils sont où les autres? Et donc le surveillant me dit ils sont pas là. Donc voilà, il m'a dit c'est l'heure. Donc il ferme la porte à clé. Il nous dit messieurs à tout à l'heure. Voilà. Et donc je me suis retrouvé 3h30, 4h à discuter avec Jean-Claude, qui a eu un peu le baptême du feu parce qu'il a commencé à me demander pourquoi je venais là en fait. Quelles étaient mes raisons? Est-ce que je venais voir les bêtes fauves en cage? Voilà, quelles étaient mes motivations? Et moi, je lui ai dit, tu sais, en fait, je suis un peu là par hasard. J'ai aucun a priori, en fait. C'est-à-dire que ça a été proposé par un copain, ça a été monté par le SPIP, et puis j'arrive, et puis voilà, si ça me plaît, je reste, et puis si ça me plaît pas, j'arrêterai aussi sec, quoi. Et puis on a commencé à discuter. Lui m'a parlé un peu de sa vie, je lui ai parlé de la mienne. Ma vie d'auteur de bande dessinée. Et la semaine d'après, j'avais tout le monde. Je pense qu'il était là justement pour en test, en disant écoutez les gars, je vais y aller. Et s'il est bien, vous avez le droit de venir. Voilà. Qu'est-ce qui t'étonnait le plus quand tu rentres dans ce milieu-là? Il n'y a pas grand-chose qui m'a étonné en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, le fait que j'avais pas d'a priori. Et puis surtout rapidement, en fait, on se retrouve dans un groupe à discuter. Ouais. Le côté monstrueux, en tout cas, qui existe dans ces personnes, chez ces gens-là, entre guillemets. En fait, rapidement, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on est juste dans le rapport humain, en fait. Et moi, j'ai trouvé, en tout cas, toute la période, parce que j'ai fait 3 sessions d'atelier. Donc, la première était un peu courte parce que c'était sur 1 mois et demi, donc ça a été très rapide. Donc, en termes de production, on n'a pas réussi à produire grand-chose. Et puis, il y a tout le temps, en fait, où il faut quand même que tous ceux qui sont là te fassent confiance. Et envie de bosser et se mettre à bosser. Voilà. Donc 1 mois et demi, c'était un peu court. Et ensuite, j'ai fait 2 autres sessions, une de 3 mois et demi, enfin 2 de 3 mois et demi. Et là, c'était hyper intéressant parce que d'un coup, j'avais vu aussi ce qui était. Ça m'avait ouvert le champ des possibles. Je savais ce qui était possible avec eux. J'avais un groupe qui était formé, en fait. Et là, j'ai commencé à développer. Alors, le premier projet, c'était faire une revue de bande dessinée, parce que moi, je voulais vraiment apporter mon savoir-faire et mon savoir sur mon métier. Et puis pouvoir justement travailler avec eux, leur dire ça va pas, qu'est-ce qu'on pourrait refaire, qu'est-ce que tu pourrais imaginer, et puis arriver à créer des groupes.
Et à la fin des premiers 3 mois et demi, on a réussi quand même à produire une revue de bande dessinée de 52 pages, je crois. Ouais. Ça, c'était vraiment chouette. Bah alors souvent, je dormais pas en fait dans la nuit du vendredi à samedi, une fois que j'avais fait ma journée d'atelier, parce qu'on fumait beaucoup de cigarettes et on buvait beaucoup de café très serré préparé par les gars. Et donc, ils me resservaient toutes les 5 minutes et quand je rentrais à la maison, j'étais électrique complètement. Donc voilà. Ok. Mais mais c'est vraiment des moments intenses. C'est-à-dire que, en fait, eux, comme ils sont enfermés, c'est-à-dire que pendant une semaine, ils attendent ta venue en fait la semaine d'après, quoi. Et donc ils vont réfléchir à ce qu'ils peuvent te dire, ce qu'ils peuvent faire, voilà. Et donc il y a un espèce de vibration, de truc électrique qui est hyper intense quand tu le fais sur un temps très court, parce que tu sais que tu as soit une journée complète, soit que 4 heures. Et d'un coup, il va falloir produire des choses sur un temps donné, en fait, très court et très précis, quoi. Donc, ouais, première session, donc la revue. Et deuxième session, en fait, moi, au début, il m'avait demandé d'intervenir pour faire la pochette de l'album, parce qu'en fait, le groupe de la centrale, il y avait un groupe qui s'était formé avec des musiciens, devait enregistrer 5-6 titres. Ok. Et voilà. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit, une pochette. Si on s'y met bien, je pense qu'en 15 jours, on l'a fini. Donc le projet, en fait, pour moi, il n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on trouve un autre biais pour faire un truc intéressant autour du projet musical, quoi. Et là, je leur ai dit, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une sorte de clip, en fait, en stop motion. C'est écrire un scénario et puis ensuite filmer, monter des décors, voilà. Et puis ouais, ça a été un super projet aussi. On a réussi à faire un clip de 5-6 minutes, voilà, tout en stop motion, avec des histoires écrites par eux, avec eux qui ont fait des décors monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a eu une semaine où moi, je leur ai dit ce qui serait bien, ce serait d'avoir ça, il me faudrait ça pour la semaine prochaine, histoire qu'on commence à filmer. Et ils m'ont dit pas de problème. Alors des fois ils disaient pas de problème, puis la semaine d'après t'avais rien. Et là je suis arrivé une semaine après, le vendredi, je fais waouh. Ah ouais, quand même, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des ciels, ils avaient fait un décor avec une montagne, de la neige, ils avaient fait une piste station de ski, une tour, enfin, c'était hallucinant, quoi. Et j'étais là, ah ouais, vous avez fait tout ça. C'est là où on voit, en fait, que l'atelier fonctionne, c'est que d'un coup, tout le monde est dans la même dynamique, quoi. Et puis les ateliers se sont arrêtés là parce que c'est le moment, en fait, où la pénitentiaire, ou en tout cas, je sais pas qui, a coupé les budgets. D'accord. Et donc, tous les projets qui devaient faire suite en sont tombés à l'eau. Donc, j'ai arrêté mes ateliers. Alors après, j'ai continué à aller en prison parce que je suivais du coup Jean-Claude Poteau, qui lui avait été transféré dans une autre centrale en banlieue parisienne. Donc, j'avais fait une demande de parloir en fait permanente. Et donc, tous les 1 mois et demi, 2 mois, je montais le voir pendant quelques heures en parloir en centrale. Et puis voilà, histoire de continuer justement le projet qu'on avait ensemble, quoi. Voilà. Et t'as gardé des contacts ? Ouais, on s'envoie des messages de temps en temps, on s'appelle de temps en temps. Voilà, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Il était sur un tournage de film. Ah ouais. Donc voilà. J'ai qu'à une période, on avait voulu travailler sur l'adaptation en série de Face au mur. Ça n'avait pas donné grand-chose. C'est toujours un peu compliqué, hein, que ce soit le cinéma, la télé. Pour monter les projets, on sait très bien qu'il faut entre 4 et 5 ans ou jamais. Voilà. Mais ouais, on continue à s'envoyer un peu nos vœux, voilà, un petit message de temps en temps. Super expérience, en tout cas. Ouais. C'était super intense, mais je pense que Face au mur, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire du western juste après, quoi. Au-delà du fait que c'était quand même un rêve de gosse. Après 5-6 ans à penser que carcéral, je pense que j'avais besoin un peu de liberté, de grands espaces. Exactement. À ton avis, pourquoi le western, c'est un thème important de la BD ? Je pense que c'est un genre, en fait. Et comme c'est un genre codifié, je pense qu'on peut en faire quasiment ce qu'on en veut. Ouais. Et qu'il est toujours... c'est-à-dire que comme tous les genres, que ce soit le polar, la science-fiction, ça permet aussi d'être une sorte de miroir, en fait, de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on peut retrouver... Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi quand j'ai commencé à imaginer l'Avenin. C'est en quoi le monde de 1900... Parce que moi, je suis sur une période un peu tardive pour l'Avenin.
Mais en quoi cette période de 1900, il y avait toujours des résurgences dans nos sociétés de ce qui avait été créé à cette époque-là, quoi. Et comment faire le pont entre les deux. Le fait déjà d'avoir imaginé un personnage féminin, en fait, quand j'ai lu l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, en fait, c'est ce qu'il raconte tout le temps, c'est que, en fait, il y a toutes les minorités, les noirs et tout ça, et les blancs pauvres qui ont été évacués de l'histoire, et puis toutes les femmes aussi ont disparu, alors qu'il y avait des figures en fait à l'époque dans les luttes sociales et pour les droits. Il y avait plein de femmes en fait qui ont fait des discours, des très grands discours qui étaient des figures à l'époque. Mais comme l'histoire est souvent écrite par les hommes, du coup elles ont été évacuées. Donc je trouvais ça intéressant en fait de faire ressurgir un personnage comme ça dans ce genre western où les femmes en général ont une place pas très importante. Elles servent plutôt à réchauffer la pellicule avec des beaux dessous qu'à avoir un caractère fort et une histoire forte. Voilà, donc c'était un peu les moteurs quoi, pour créer cette série. Et en western, toi, t'es plutôt Sergio Leone ou Tarantino ? Je pense que je préférerais Sergio Leone. Ouais. Ouais. J'aime bien Tarantino, mais je trouve ça un peu grandiloquent et puis un peu décollé de la réalité en fait. Alors lui, c'est toujours un moyen. Ses films, en fait, c'est toujours un moyen de faire des hommages. Et donc, on sait ce qu'il a regardé, on sait ce qu'il a aimé, on sait quelle scène il a regardé, quelle scène il a aimé, quelle scène il a pompé. Après, c'est toujours de super belles factures. Et voilà. Après, si on faisait des analyses de scénario, c'est souvent un peu la même chose. Si on prend les 8 salopards, voilà. Mais je pense que Sergio Leone aussi, ça m'a un peu marqué au fer rouge, quoi. Il était une fois dans l'Ouest, et puis la trilogie du dollar, voilà, c'est vraiment des films qui m'ont marqué, quoi. Et puis au-delà, en plus, il était une fois en Amérique, qui est aussi. Qui est génial. Non mais voilà, c'est-à-dire que d'un coup, en fait, il donne. C'est un peu là-dessus que je voulais travailler en fait quand j'ai travaillé sur l'Avenin. C'était avoir cette vision aussi un peu large de la grande histoire américaine en fait, et de pouvoir utiliser plein de thèmes, plein de périodes, et de faire surgir des choses quoi. Donc oui, plus Léon. Ouais. Ok. Et quand tu travailles sur le scénario, tu penses déjà au dessin ou ça vient après ? En fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent des allers-retours quand on commence à créer une histoire. C'est-à-dire qu'au départ, l'histoire, elle est souvent créée par soit un ou plusieurs personnages. C'est-à-dire que c'est le fait de les poser sur papier, en fait, qui vont leur donner de la réalité. Moi, je sais que sur l'Avenin, par exemple, c'est l'espèce d'hommage que j'avais fait au personnage de Claudia Cardinal dans L'été d'une fois dans l'Ouest, qui m'a servi de base, en fait, de réflexion. Et ensuite, il y a toute la partie recherche. C'est-à-dire qu'on commence à imaginer une histoire, mais il y a toujours des scènes un peu phares qui apparaissent. En fait, moi, ce qui est assez drôle, c'est que quand je commence à créer une histoire, j'ai d'abord le film. Ouais. Et je commence à avoir des scènes, en fait, qui sont des sortes de piliers, en fait, qui vont me servir de piliers pour commencer à construire, en fait, mon récit. Quand tu commences le tome 1, tu as les piliers jusqu'au tome 5 ? Ouais, quand je commence à dessiner, c'est que j'ai quasiment toute l'histoire en tête, en fait. T'as les 5 tomes dans la tête ? Ouais. Ou en tout cas, j'ai tous les piliers, et après, il y a des zones de flou. Et puis, sachant que les piliers, en plus, on peut les retailler à l'envie, quoi. C'est-à-dire que ça dépend comment on veut les décorer, mais... En tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir une sorte d'arc, une sorte de structure, en fait. Et puis surtout, quand on veut écrire une bonne histoire, il vaut mieux avoir une bonne fin, en fait. Voilà. Ouais. On commence d'abord avec la bonne fin, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé à imaginer l'histoire et d'un coup on se dit ah ouais, la fin ça pourrait être ça. Et quand on a qu'on pressent que c'est une bonne fin, on sait que l'histoire elle va pouvoir se dérouler pour arriver à ce but-là, quoi. Et donc tu le fais à l'envers ? Bah pas à l'envers, mais en fait tout se fait. C'est une sorte de maelstrom en fait. Au départ, on a vraiment quantité d'idées. Moi, je sais que les toutes premières idées de l'Avenin. Je savais pas vraiment. Je savais que ça serait une histoire un peu de vengeance, qu'elle voulait tuer un peu des hommes de l'élite américaine, mais j'avais pas plus d'idées que ça en fait. Et c'est après les recherches historiques, les allers-retours entre le développement de mon fil rouge de mon histoire et les recherches historiques où je fais un aller-retour et qui vont me donner
de la nourriture, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, un événement, je vais faire ah ouais, mais ça c'est hyper intéressant. Comment est-ce que je pourrais l'inclure en fait dans mon récit, ou en tout cas comment je vais m'en servir pour que ça résonne en fait dans mon récit, quoi. Et même si je raconte pas cet événement-là, comment est-ce que je l'utilise en fait, comment j'utilise l'essence de cet événement dans mon histoire, quoi. Et ta recherche historique, c'est quoi? C'est des bouquins, des reportages, c'est quoi, C'est des films? tout. Les films pas trop, parce que si parfois les films sur des choses assez précises, quand les films sont assez précis, ça peut servir. Au départ, ce que je fais, c'est surtout de la recherche internet, parce que Wikipédia, c'est une source, c'est une encyclopédie, donc c'est-à-dire qu'avant on aurait pris des encyclopédies. L'avantage de Wikipédia, c'est que on fait une sorte de recherche en toile d'araignée, quoi. C'est-à-dire que d'un coup on part d'un endroit et puis on commence à aller dans tous les sens, à trouver ah ouais, mais il y a tel personnage, mais c'est qui et pourquoi et comment, et qui va nous envoyer sur un autre personnage, sur d'autres événements. Donc au départ, en fait, je fais une sorte un peu de recherche éclatée qui va me permettre où là je suis comme une éponge, c'est-à-dire que j'absorbe de l'information, et puis il y a certaines scènes où je me dis ah ouais, mais ça, telle information, je me souviens, j'avais ça, donc je rajoute l'info. Et après, quand je fais l'écriture réelle de mon scénario, là, je vais faire des vérifications, parce que des fois, je me rends compte que je me suis planté sur une date ou sur le déroulé de l'événement. C'est-à-dire que j'avais pas tout l'événement en tête, mais en tout cas, il y avait un truc qui m'avait intéressé. Là, par exemple, sur l'écriture du 5e et dernier tome, parce que je suis en plein dedans, je me suis rendu compte que la fin que j'avais prévue, historiquement, elle n'était pas possible, en fait. Ah merde. Voilà. Enfin, elle n'était pas possible telle que je l'avais écrite. Et donc du coup, il a fallu un peu changer des choses, l'étaler un peu sur le temps, parce que ça durait un peu plus de temps. Donc ça modifiait en fait l'espèce de fin magique un peu brutale que j'avais imaginé. Et du coup, il fallait. Mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est que à partir du moment où on utilise des histoires vraies. C'est qu'à un moment on peut pas non plus tricher, quoi, en disant c'est pas grave, on s'en fout. Alors ça arrive des fois sur des points de détail, parce que il y a deux sources, il y a une source qui dit que c'était en juillet 99 et 1899 et l'autre que c'était en août. Il y a un moment, tu vas choisir la date qui t'intéresse. Tu vas dire bon, allez, c'est pas grave, même si puis c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Mais sur des points d'histoire importants, il faut quand même essayer de pas tricher, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que ton dessin il a évolué entre le tome 1 et le tome 5? En fait, il évolue quasiment tous les jours. Et en même temps, il y a des fois, mais alors c'est peut-être une sensation, mais il y a des fois, j'ai l'impression de dessiner moins bien que quand j'avais 16 ans. Mais ça dépend des jours, en fait. Ou en tout cas, d'avoir perdu un truc de fraîcheur et de spontanéité, en fait. Tu penses que le tome 1 est plus frais que le tome 5? Ouais, mais il est moins bien dessiné quand même. Ouais. Je sais que le 4e, pour l'avoir compulsé un peu, l'avoir relu quand je l'ai reçu, il est carrément mieux. En tout cas, en termes de maîtrise de dessin pur, il est mieux, parce que, en fait, c'est surtout qu'au départ, les personnages, on les tient pas vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous échappent un peu parfois, on ne sait pas exactement le visage de tel ou tel personnage. On le connaît bien de profil, on le connaît bien de face, mais de 3/4 vu de haut, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et puis surtout, arriver à faire ressentir, en fait, avec le dessin, le caractère profond d'un personnage. En fait, il faut bien le connaître. Et je pense qu'au tome 4 de l'Avenin, je connais vachement mieux mes personnages qu'à l'entame du tome 1, quoi. D'où vient le titre, d'ailleurs, l'Avenin? Je sais pas, j'en sais rien. Je pense que j'ai pensé au venin, mais le venin. Et puis je me suis dit, ça serait drôle que ce soit un surnom, en fait, la venin, quoi. Un peu comme la poison, en fait. Il y avait ça, il y a un roman qui s'appelle La Poison. Et je trouvais ça drôle, en fait, d'utiliser ça, un peu de féminiser un nom masculin. Parce qu'il y a un peu les deux, en fait, dans le personnage d'Émilie. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une vraie femme très féminine, on va dire, et qui en même temps reprend tous les codes masculins, en fait. C'est-à-dire que la version armée, quoi. Et du coup, l'espèce de caractère trempé qui serait plutôt, en tout cas, ce qu'on donne plutôt l'apanage aux hommes de ce caractère-là. Donc je trouvais ça intéressant, en fait, cette espèce de jeu de mots. Voilà, je pense qu'un correcteur me l'aurait corrigé si je les avais laissés faire, mais en disant on peut pas dire ça. Ouais, on s'en fout. Et d'ailleurs, la couverture, c'est l'éditeur qui choisit ou c'est toi?
C'est moi qui propose, après on en discute. En fait, c'est comme tout, hein. Ouais. En fait, ce qui est intéressant avec un vrai travail d'éditeur et avec des vrais éditeurs, ce qui est pas le cas pour tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, que j'ai croisés dans mon chemin, c'est qu'à un moment, il y a mon éditrice là, chez Rue de Sèvres et celui sur Face au Mur. Pour moi, c'est deux éditeurs en fait qui ont vraiment fait leur boulot sur mes projets. C'est-à-dire qu'ils étaient hyper investis et ils m'ont même parfois donné des idées que j'avais pas eues en fait par rapport à mon projet, quoi. En me disant mais tiens, telle scène, pourquoi tu la verrais pas comme ça? Et d'un coup, ça, tu fais mais oui, quelle bonne idée. Et il y a vraiment le travail aussi, surtout quand c'est du travail au long cours sur plusieurs albums, c'est qu'ils sont là aussi en vigilance. Pour pas qu'on perde le fil en fait, c'est-à-dire qu'à un moment on a tellement la tête dans le guidon dans le projet qu'on peut perdre pied et oublier en fait des détails qui étaient importants mais qui sont passés un peu à la trappe dû à l'espèce de travail, à la quotidienneté du travail, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment on fait les choses mais on perd parfois l'essence d'une scène ou l'essence d'un personnage et donc ils sont là pour nous rappeler en disant oh tu m'avais pas raconté ça, au fait, il y a quelques mois, parce que là, ça y est pas du tout dans ta scène. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, okay. Mais ça m'est arrivé, hein, moi, de carrément oublier des choses, quoi. Je sais que sur Face au Mur, par exemple, j'avais imaginé un chapitre entier, pris dans l'écriture, j'ai oublié de le noter, ou j'ai oublié de me dire, tiens, il faut absolument que je le rajoute, ça sera hyper important. Et une fois que j'ai fini les 2 albums et que le deuxième est paru, d'un coup, je me dis, ah mince, mais j'avais ce super chapitre qui était hyper... Enfin, en tout cas, qui pendant un temps m'avait paru hyper important. Parce que personne ne le verra, parce que je l'ai raconté à personne, donc voilà. Mais d'un coup, on se dit, mince, j'ai perdu l'occasion, en fait, de rajouter une pierre à ce projet qui aurait pu être importante. Donc l'éditeur, souvent, il est là comme garde-fou, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Il y a une phrase que je trouve géniale je crois que c'est dans le tome 1, votre passé est plus lourd que la valise que vous traînez. C'est chouette. Ouais. Bah, t'essaies de trouver des formules comme ça quand. Alors ça c'est le côté un peu marketing parce qu'il faut marketer en fait. Ça arrive, c'est un peu des pépites quoi. C'est-à-dire qu'à un moment t'es en train d'écrire et d'un coup tu trouves la formulation qu'il faut, le bon dialogue au bon moment. Ouais. Mais tu vois, toi qui voulais pas faire de marketing au début ou de publicité graphique, ouais. Ça c'est pour le coup. Mais je pense que c'est inclus en fait, c'est-à-dire que je sais, ma formation justement en graphisme publicitaire, je pense m'aide beaucoup pour imaginer mes couvertures, parce que la couverture c'est la première chose que tu vois, et du coup elle doit marquer. Je sais qu'à un moment je faisais même je faisais ma couverture, ma maquette de couverture. Et en fait, je la mettais au milieu d'une douzaine, quinzaine d'autres couvertures d'albums parus les 6 derniers mois pour voir laquelle envoyait le mieux. En fait. La dernière couve, donc le tome 4, elle est très dynamique. Elle est juste à côté de toi, regarde. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a en fait, c'est la composition, quoi. C'est-à-dire que tu as des lignes directrices à l'intérieur de la couve qui lui ajoutent un peu un supplément d'âme, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. T'es triste de finir une série ? Je sais pas, j'y suis pas encore. Bah en fait, j'ai commencé à me poser la question. Je sais très bien que ça va être, c'est pas douloureux comme la perte d'un être cher. C'est pas comparable parce que et en même temps c'est comparable parce on va continuer à les porter avec nous quoi, ces personnages. Moi, ils font partie intégrante de moi en fait. Et c'est comme si je discutais avec eux tout le temps. Alors après, je vais avoir une discussion qui sera. C'est comme si je partais m'installer dans un autre pays et que mes copains étaient loin quoi. Alors après, pour la Venin, j'ai commencé à imaginer une suite. Alors entre-temps, j'ai d'autres projets, mais je sais qu'un jour j'y reviendrai parce que alors c'est pas uniquement du fait des personnages. Mais c'est que il y a toujours, parce que moi aussi j'adore l'histoire, on en parlait tout à l'heure, toi t'adores ça. Je pense que c'est un des moteurs, c'est que en fait la grande histoire mondiale, à un moment quand tu commences à gratter la période qui suit juste après le tome 5 de la Venin, il est toujours aussi intéressant en fait. Voilà, et il y a toujours plein de choses à faire et ça permettrait même de remodeler le personnage. Alors je sais pas si je le ferai, parce que peut-être que Là, j'ai des projets qui vont me prendre 3-4 ans.
Donc est-ce que dans 3-4 ans j'aurai envie de revenir vers ces personnages-là? J'en sais rien parce que j'aurais vécu d'autres choses et puis j'aurais peut-être créé de nouvelles histoires. Mais en tout cas j'ai commencé déjà à imaginer ce que serait la suite. C'est comme si Émilie m'avait soufflé un peu en disant tu sais quand même après ça s'est pas arrêté comme ça et je ne suis pas morte. Donc mais ouais je pense que de toute manière on est toujours en train de continuer des histoires et d'ailleurs je pense que ça vient de ce que je racontais au tout début, mes toutes premières lectures. C'est-à-dire que quand je lisais les petits fumétis de mon oncle et de mon père, en fait, j'avais quelques numéros d'une très grande histoire, en fait. C'est-à-dire c'était des histoires à suite, sauf que j'avais un, voire deux avec chance, voire 3 ou 4 numéros qui suivaient. Mais sinon, en fait, j'avais que des bribes en fait, d'histoire de certains personnages. Et je pense que ça a été cette matière-là, en fait, m'a permis de rêver ce qui s'était passé avant et ce qui s'est passé après, en fait. Est-ce que ça a planté la graine de ce que je suis devenu je pense qu'en partie, oui, quoi. D'ailleurs, toi, il y a des CD, je vois. Tu dessines en musique? La plupart du temps, en fait, je dessine dans un silence religieux. Ah ouais. Je suis une sorte de moine. Voilà. Je vais m'installer dans 2-3 ans dans un monastère. Non, en fait, je pense que c'est-à-dire que la musique, moi, j'aime bien l'écouter pour ce qu'elle est, en fait. Mettre un fond sonore comme dans une zone commerciale, je suis pas pour. Et en tout cas, sur moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que la musique va me perturber en fait, parce que j'aurais envie de l'écouter. Et c'est surtout que quand je suis dans mes histoires et dans mes scènes, entre l'écriture, le découpage, les cadrages, et puis ce qui se passe réellement en fait à l'intérieur, c'est comme si j'avais tout en fait. Parce que moi j'ai mon petit cinéma qui marche tout le temps, c'est-à-dire que quand je suis en train de dessiner, j'ai en tête la version filmée en fait Ou alors il faut mettre du Ennio Morricone quoi. Ouais, mais non, parce que je pense qu'au bout de 15 jours, soit tu te suicides, parce que Morricone, c'est génial, hein, mais je suis pas sûr que 15 jours d'affilée, écouter du Morricone, ce soit possible, en fait. Voilà. Alors j'aime bien, je préfère vraiment avoir du temps pour écouter de la musique. Okay. Et pas... Et quand tu écoutes religieusement de la musique, tu aurais un titre à nous donner? Alors il y a un groupe que j'adore depuis en tout cas tous les premiers albums. Un de mes groupes préférés c'est Shearwater. Alors groupe indé, je crois qu'ils sont de Austin, Texas, et ils font plutôt de la folk qui peut être énervée d'ailleurs, ou en tout cas qui peut être un peu hurlé, crié quoi. Et après j'aime bien, moi j'écoute beaucoup de musique un peu déprimante. J'adore Elliott Smith par exemple. Après un titre, je crois que c'est un de mes titres préférés, ça va être son tout premier album, c'est Last Call. Pour finir, est-ce que tu aurais un titre de livre et un titre de film? Titre de livre que j'ai lu récemment, que j'ai adoré, c'est Enfant de salaud de Serge Chalandon, qui parle, comme souvent dans ses romans, du rapport au père, et qui fait un lien. En fait, c'est basé sur l'histoire de son père, en fait, dont il n'a jamais su s'il a été résistant ou collabo. Et donc il y a tout ce questionnement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il situe un peu le cœur de son histoire pendant le procès Klaus Barbie en fait à Lyon. Et son écriture est fabuleuse. En fait, moi, j'avais découvert Chalandon par les adaptations en bande dessinée qui sont parues chez Rue de Sèvres justement. Donc c'est Retour à Winnipeg et le premier, c'est Mon Traître. Voilà, qui sont des adaptations de deux de ses romans. J'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai acheté son dernier roman en disant mais j'ai envie aussi de connaître l'écriture en fait du romancier. Et son style est fabuleux en fait, c'est-à-dire qu'il a un côté très américain avec des phrases très courtes, c'est très scandé, il y a un rythme hallucinant. Enfin moi je me suis laissé emporter par le roman quoi. Et un film? Et un film, là je suis en train de regarder, comme d'habitude, quand je prépare un nouveau tome de l'Avenant, je regarde des westerns. Celui que j'ai regardé, je suis en train de chercher les titres parce que je l'ai regardé hier soir. Blackthorn, western américain, et c'est sur l'histoire tardive en fait de Butch Cassidy. Et comme c'est un des personnages que j'utilise un petit peu dans mon histoire. Je trouvais ça intéressant. C'est justement sur toute la partie argentine en fait du personnage. Il y a quelques flashbacks. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le film, il a été construit un peu ce que je fais avec l'Avenin.
c'est qu'il y a pas mal de flashbacks en fait sur justement avant qu'ils partent pour l'Argentine. Un peu comme dans Butch Cassidy et le Kid, le film qui doit être des années 70, qui raconte justement toute la partie où ils arrivent à New York et ensuite ils fuient vers l'Argentine avant leur mort. Et là justement c'est une autre version en fait de l'histoire de Butch Cassidy, donc je trouvais ça intéressant. Laurent, merci pour ces références. Pour finir, j'ai une dernière question rituelle. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Librairix, la librairie de bande dessinée. Bon, c'est un peu pour faire suite à tout ce que je produis et tout ce que je fais toute l'année, mais alors en plus depuis qu'ils ont pris la place de la librairie Arcane et qu'ils ont juste traversé la rue. En plus, ils ont un super beau lieu, quoi. Avant, c'était un peu étriqué, un peu petit. Et là, ils ont une vraie belle librairie à l'ancienne, la vraie librairie historique. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que, en fait, le patron de la librairie, Denis, qui a aussi Librairix à Bourges, en fait, lui, il est originaire de Châteauroux. Et en fait, depuis qu'il est enfant, il rêvait en fait d'avoir sa librairie chez Arcane, quoi. Voilà. Donc, lui aussi a réussi à donner vie à un de ses rêves d'enfant. Merci beaucoup en tout cas, Laurent, pour ta disponibilité et ton invitation dans ton atelier. Il faudra un preneur de son pour la chaise qui grince. À bientôt. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je mets les liens de l'épisode sur Facebook, Instagram et LinkedIn des différents sujets évoqués. Merci de partager les épisodes afin qu'ils soient relayés et connus pour le grand bonheur de notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.